Bonjour, je suis Hervé Baudin et je m'intéresse à la créativité en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement aux créateurs. Pour cette première interview, j'ai la chance d'interroger une aventurière et une pionnière du cinéma calédonien. Que ce soit la création d'un masque de cire, du dépoussiérage de véhicules d'époque ou même la privatisation d'un bout de plage, rien ne l'effraie. Si la Nouvelle-Calédonie est parfois limitée dans ses possibilités, son imagination et ses ressources, elles, n'en ont pas. C'est une ingénieuse réalisatrice que nous avons à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Manuela Ginestre. Bonjour Hervé. Tout d'abord, merci d'avoir accepté ma demande d'interview à l'occasion de la sortie de ton court-métrage Illusion. On a pu voir des images défiler qui sont d'autres réalisations de ton cru qu'on peut retrouver en partie sur ta chaîne YouTube Manuela Ginestre. C'est bien ça? C'est ça. Cependant, on ne retrouve pas toutes tes vidéos d'antan, notamment à cause des restrictions. Les droits concernant la musique ont changé et ce qui était autorisé avant ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup j'ai des courts-métrages qui ont été bloqués parce que je n'avais pas le droit d'utiliser la musique ou alors j'avais le droit mais pour un temps donné. Et le temps a été dépassé, j'ai dû les retirer. Mais tu as trouvé une solution pour... Les refaire avec de la musique libre de droit. Dès que j'aurai un peu le temps, j'essaierai notamment pour deux courts-métrages. Sinon la plupart... ils sont quand même dessus et il y en a effectivement qui ne sont pas sur la plateforme parce que les droits appartiennent à l'école où j'étais. Il y a des extraits mais on ne peut pas les voir en entier. On avait 3 projets dans l'année, mais nous élèves, on voulait absolument faire des courts-métrages qui vont dans les festivals. Et en général ils acceptent pour le dernier parce que c'est celui qui est le plus maîtrisé. Donc le dernier, on s'était tous battus pour le faire à la pellicule parce que plus de pellicule. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai fait un court-métrage avec de la pellicule. Et du coup celui-là il a participé dans le festival, il a eu un prix. Ça s'appelait 3 balles de prise. Et pour les films d'antan qu'on n'a plus accès, tu avais prévu une diffusion ici au centre? Alors à la médiathèque de Païta, dans le doc socio-culturel de Païta. Au mois de novembre, je ferai une diffusion de courts-métrages avec des réalisateurs locaux. Et justement, l'occasion d'un deuxième remerciement, tu nous reçois ici au doc socio-culturel de Païta, comprenant une médiathèque. Et c'est un peu ta deuxième maison, car tu n'es pas seulement réalisatrice, tu es aussi bibliothécaire. Et ce sera ma première question. Comment arrives-tu à concilier les deux? Difficilement. Non, j'y arrive parce que j'ai des collègues qui m'aident beaucoup, ça c'est sûr. En fait, avant d'être responsable, j'étais beaucoup plus prolifique. Je faisais plus de courts-métrages, plus de clips vidéo à l'année. Je prends plus mon temps sur mes projets. Je fais des projets un peu plus longs, un peu plus coûteux, un peu plus ambitieux. Du coup, en général, je fais un projet tous les 2 ans. Tu fais moins de courts-métrages, mais est-ce qu'ils ne sont pas plus qualitatifs en fonction de... En fait, c'est vrai qu'au lieu de faire plusieurs projets, j'en fais qu'un pendant une longue durée, mais en fait, ça me prend presque autant de temps parce que, par exemple, pour Illusion, en termes de préparation, pourtant, il dure que 14 minutes 14, maintenant qu'il a été réduit complètement dans sa version finale. Ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 1 an de recherche et d'écriture, de repérage de lieux, et puis 1 an pour le financement, avec un producteur pour aller chercher des sous. Non, voilà, c'est un gros travail de préparation. Le tournage en lui-même, c'est assez rapide. Pour celui-là, voilà, on a bossé 9 jours sur 2 ans. Le montage, c'est long. Le montage aussi, ça prend son temps parce que il faut prendre du recul, il faut monter. Après, il ne faut plus rien regarder, laisser reposer, revenir après. Et là, voilà, ça peut prendre 3-4 mois pour un 14 minutes. Toujours, moi, ça m'a fait 3 mois. Quelque chose comme ça. Pour autant, entre réalisatrice et bibliothécaire, c'est bien le cinéma qui parsème ton parcours. Tu filmes depuis le collège, tu t'es formé en France, au Canada, justement tu en parlais, et tu continues encore d'apprendre sur le territoire dans des ateliers au centre culturel Chibaou. Réalisatrice, ce n'est pas simplement un objectif, ça semble être une évidence pour toi. À quel moment le déclic s'est-il opéré et est-ce qu'il est resté constant durant toutes ces années? Le déclic, c'était quand j'ai vu L'Exorciste, quand j'avais 6 ans. Je dis souvent, mais c'est vrai. J'aimais bien regarder des films d'horreur. De toute façon, depuis que je suis toute petite, j'aime l'horreur parce que les premières histoires qu'on m'a racontées, c'était pas des contes de fées. De toute façon, je trouve que les contes de fées sont des films d'horreur pour de vrai. Mais ma mère me racontait beaucoup de légendes de la Réunion qui faisaient très peur. J'étais très traumatisée par les histoires que ma mère me racontait. Et après, paf, on a eu la télé. Et là, à la télé, premier film d'horreur que je vois qui passe à la télé, c'était L'Exorciste.
Je faisais semblant de dormir sur le canapé, on me dit va au lit, donc je vais au lit, sauf que le trou de serrure de la porte de ma chambre me donne pile sur la télé et j'ai pas dormi pendant des mois. Je faisais des cauchemars, il fallait que ma mère me tienne la main pour m'endormir. C'était quand même quelque chose et j'ai dormi super tard avec la lumière allumée parce que c'est vrai, il faut le dire, ça m'avait traumatisée. Mais étrangement, je savais que c'était faux. J'ai pas été choquée par tout ce qui était un peu insulte, etc. parce que j'étais gamine et que je me rendais pas compte des gros mots qu'ils disaient dedans. C'était pas ça qui m'avait choquée. Ce que je voulais, c'était refaire ça. Je voulais, avec des copains, des copines, refaire ça, faire un film, faire peur, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des choses, enfin voilà, raconter une histoire pour me faire partir mes peurs, pour me faire dormir plus tôt et arrêter de dormir avec la lumière allumée. J'ai bouffé des films d'horreur, c'est-à-dire que je suis allée dans ma peur, j'ai regardé des films, j'ai tous les films d'horreur que je pouvais trouver. Je suis arrivée au collège à Sainte-Marie et je me rappelle qu'il y avait un prof qui avait une caméra et qui nous l'a prêtée. Et à l'époque, il y avait une série télé qui s'appelait Les années collège, un truc comme ça. Et dedans, il y avait un groupe qui voulait faire un film. Et cet épisode-là, je l'ai copié. On avait 11 ans. Et voilà, il y avait un trafic de drogue, je pouvais rien faire avec, mais je l'avais filmé. Et je me suis sentie super bien. Je me suis rendu compte que j'aimais diriger. Et puis après, j'ai continué. Arrivé à la fac, je me suis acheté une caméra. Et là, j'ai commencé à faire des petits courts-métrages. Quand je suis revenue ici, il y a eu le Festival de la Foi. Oui, c'est devenu de plus en plus vital. C'est vraiment un médicament de réaliser, je trouve. Okay. Comme il y en a qui vont dire que chanter ou écrire, c'est hyper c'est cathartique. Okay. Et c'est vrai, en fait, tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce qui me fait peur, tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me fait plaisir aussi, tout ce qui me rend heureuse, je le mets dedans. Enfin, et je partage avec tout le monde. Mais tu restes quand même sur l'horreur ou tu as d'autres... le fantastique. Si j'avais des sous, je ferais de la science-fiction, mais j'ai pas assez d'argent. En fait, c'est vrai que les films de genre, que ce soit le fantastique, l'horreur et la science-fiction, ça coûte un bras. Il faut être inventif. J'aime qu'on voit des choses qui n'existent pas en vrai, comme les corbeaux dans Raven. Lors de tes débuts, tu as parlé, tu avais plusieurs casquettes, réalisatrice, scénariste, cadreuse, monteuse. Est-ce que c'était une nécessité ou une volonté d'avoir plusieurs casquettes ? Non, c'était une nécessité parce que la polyvalence c'est bien, mais au bout d'un moment c'est pas... Quand on commence c'est normal et c'est très bien parce c'est important de faire tous les postes. Quand on fait une école de cinéma, en général, la première année tu fais tout plein de postes pour que tu te rends compte de ce que tu vas demander aux techniciens. Moi j'ai toujours un peu de mal avec le vocabulaire parce qu'il y a un vrai vocabulaire cinématographique qui me fatigue. Je trouve que des fois c'est un peu... Moi, ce que je fais en général, et ça c'est au Québec que je l'ai appris pour que ce soit universel et que tout le monde puisse me comprendre, je fais un brouillon visuel. Donc je fais un court-métrage, mon court-métrage pas cher. Et, voilà, les personnages sont joués par des amis dans les lieux où on va tourner, avec la lumière que j'aimerais, etc. En naturel, sans rien, juste avec une petite caméra comme ça. Et là, je le montre aux techniciens. Une fois que j'ai monté mon film. Okay. Donc c'est vraiment un brouillon complet du film que je veux faire et là je le montre à mes techniciens et là ils font ah ouais d'accord, oui c'est ça, d'accord. Et ils le font en général, bah oui c'est le meilleur outil, ils ont déjà le film. Okay. Donc après ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Le scénario est super important par contre, c'est clair, il faut qu'ils le disent le scénario, ça c'est... Après le storyboard c'est un plus. D'accord. Parce que t'as tout, t'as la musique, t'as le son, puis tu gagnes du temps sur la post-prod. Là maintenant ce que je préfère vraiment c'est, même si c'est que je trouve le plus pénible, c'est écrire, scénariste j'aime bien. Et puis Réa ouais. Okay. Je monte encore parce que en fait c'est une question de confiance le montage, il faut vraiment laisser son bébé à quelqu'un et j'ai beaucoup de mal. Oui. Mais maintenant sur mes prochains projets, je me suis dit que si il faut vraiment que je lâche le montage, il faut que je laisse quelqu'un d'autre le faire à ma place. Voilà. Qui aura peut-être un œil qui apportera quelque chose, parce que le boulot de monteur c'est ça aussi, c'est tu sais que le réa veut quelque chose, mais c'est à toi aussi de lui montrer d'autres chemins qui peuvent être mieux. Quoi. Ok, voilà. D'accord. Et là, j'ai envie, ouais. Maintenant, j'ai juste envie de rester scénariste et réa. Et cadreuse, j'adorais ça, mais voilà, que les outils évoluent beaucoup trop vite pour mon petit cerveau. Et du coup, non, j'ai lâché l'affaire. Je me suis arrêtée au réflexe. Et là, maintenant, voilà, bosser sur des grosses caméras, des raids, où c'est vraiment technique. Je laisse, c'est un métier que je laisse au cadreur. Et puis souvent c'est mon mari qui cadre, il sait très bien ce que j'aime pas, et on bosse beaucoup en amont, on fait les brouillons visuels ensemble. Donc il sait exactement ce que je veux, donc on n'a presque plus besoin de se parler. En parlant de ton entourage, qui est omniprésent dans et autour de tes créations, lorsqu'on s'était vu au Festival du cinéma de la Foi, lors de la première des courts-métrages, tu n'étais pas seul, il y avait
de la fratrie, ton conjoint et de la belle famille à tes côtés. Et la première chose que je me suis dit, c'est waouh, tout ce soutien, c'est quelle chance. Et j'apprenais également que tes proches avaient participé à la cabane que l'on peut voir dans le film Illusion. Même dans ton premier court-métrage, tu filmais tes neveux. Ma question est, comment fais-tu pour fédérer tout ce beau monde à tes projets? Est-ce que ça se fait naturellement? Oui, et puis les pauvres, ils n'ont pas le choix. Je les supplie de m'aider. Non, c'est vrai que j'ai une famille géniale pour ça, quoi. Depuis le début, même quand j'avais pas de caméra, j'avais déjà un beau-frère qui me prêtait sa caméra, sa table de montage. J'ai 2 beaux-frères qui sont fans de vidéos. Celui qui m'a aidé à construire la cabane et un autre qui est au Québec. Et ouais, donc il y en a un qui est MacGyver, un peu tout, polyvalent, constructeur et cadreur. Et du coup, ouais, je les voyais toutes petites avec les caméras à chaque repas, filmer dès qu'il y avait quelque chose, la fête ou quoi. On est très festif, les Réunionnais. Okay. Donc il y avait beaucoup de... Ouais, tout était filmé. Par contre, ils montaient jamais. Ils n'ont jamais le temps de monter. Bon, les vidéos sont là, mais ils font rien avec, ils n'ont pas le temps. Et moi, j'ai commencé à monter un peu les vidéos. J'ai fait pareil, j'ai fait des soirées où je filmais la famille et je faisais des petits montages. Et en gros, voilà, ils ont vu que c'était pas juste... Ils savent que c'est une passion, mais ils savent aussi à quel point j'adore ça, quoi. Et du coup, ouais, c'est leur façon de m'aider, de m'accompagner. Ils le font aussi avec leurs enfants. On a beaucoup d'artistes dans la famille, je trouve, en termes de... Voilà, il y a des gens qui dessinent, des gens qui chantent. Et les parents les accompagnent. Les parents les accompagnent dans leurs études. C'est comme ça. Mais je pense que mes frères et sœurs, ils ont tellement été restreints eux-mêmes durant leur jeunesse que... moi, j'ai beaucoup de différences d'âge avec eux. Je pourrais être leur enfant, en fait. Du coup, voilà, ils font comme si j'étais un peu leur fille. Et sans eux, je pourrais pas faire les courts-métrages que j'ai fait, ça c'est sûr, quoi. Et j'ai la même chose avec mes amis. C'est-à-dire que mes amis, j'ai bossé un travail d'écriture, j'ai bossé des scénarios avec des potes. Il y a des potes qui sont devenus mes producteurs. Celui qui fait mes effets spéciaux, l'éternel David, que ça fait des années qu'on bosse ensemble. Celui qui fait la musique, Sacha, je bosse avec lui depuis des années aussi. C'est vrai qu'en fait, c'est peut-être parce que je suis fidèle aussi à ces équipes-là que dès que je leur demande un projet, tout le monde me dit oui. J'aime pas travailler dans la colère, dans la rapidité, dans l'excès, etc. Moi, je veux qu'on prenne notre temps, je préfère être douce. Je préfère bien expliquer aux gens gentiment avec une petite voix. Je suis pas à gueuler, à parler très fort dans un... comme on voit dans les films des fois. Oui. L'idée qu'on a du réalisateur qui hurle dans un mégaphone, non. Je l'ai fait une fois, mais parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait que les gens m'entendent très très loin. Du coup, voilà, comme il y a une bonne ambiance, je pense que tout le monde aussi est content de participer. Et puis j'ai une famille, encore une fois, où quand les gens ils avaient des rêves en tête, ils les ont tous réalisés. Ma mère, elle voulait faire sa propre boîte pour vendre des produits d'alimentation réunionnais, des samoussas, des bouchons. Et du coup, elle a créé sa boîte, elle est devenue la numéro 1 des samoussas à l'époque. Elle est devenue, et voilà, quoi, je pense que quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Et puis si on a une famille sympa, voilà, quand même, oui, ils nous accompagnent. Maintenant, je le fais avec les abonnés de la médiathèque. Oui, on a la chance de t'avoir, puis de profiter de ton expérience et tout. Merci pour ça. Et il est temps d'en parler plus en profondeur. Le fameux prix de l'agence du court-métrage au Festival du cinéma de la foi, Illusion. Avant ça, bonne annonce. J'en ai jamais vu un d'aussi près. Moi aussi. Le monde est peut-être guéri. Non.
Allez, viens. On rentre. Je récapitule le résumé. Depuis des pandémies successives, Marie élève sa fille sur une île abandonnée dans le Pacifique. Le père de Gaïa est mort il y a longtemps, mais reste un sujet tabou entre elle et sa mère. Leur vie monotone est interrompue par la présence inexpliquée d'un étrange adolescent. Marie découvre que Gaïa et lui sont unis par un lien étrange qui va transformer leur petit paradis en véritable enfer. C'est donc cette histoire que tu as présentée lors de la 25e édition du festival. En 2003, tu remportes le prix du meilleur court-métrage avec Teen Coma. Et ce n'était que la mise en bouche. Tu réitères en 2009 avec Vermine, puis en 2015 avec Galaxy Sandage, sans compter les récompenses des meilleurs clips et de nombreux autres prix. Un festival qui soufflait ses 25e bougies. Un ressenti sur cette édition? Avait-elle une saveur particulière cette année? Bah, ça ne nous rajeunit pas. Je pense que oui, j'avais 22 ans, je crois, la première année. Ça s'appelait Désespoir, donc des espoirs. En fait, je faisais partie de l'association du festival au tout début. Je pense que les 2 premières années, on n'avait pas le droit, quand on fait partie de l'association, on n'a pas le droit de participer. Du coup, je devais être juste en tant que membre de l'association, et au bout de 2 ans, j'ai pu participer. Je trouve que le festival de la foi, c'est une chance, mais je pense qu'on ne s'en rend pas compte à quel point on est chanceux. Quand j'en parle, mes collègues du Québec ou en France, quand je faisais mes études, ils étaient fous. Mais les Finoliers qui gèrent le festival depuis toutes ces années, avec l'association et tous les gens qui l'aident autour, elle tient bon, quoi. 25 ans, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu te rends compte, on a été des gamins de 20 ans et aujourd'hui, on continue, on s'améliore, on essaye de se professionnaliser, de rendre elle, c'est vrai, quand elle voit l'évolution aussi entre le début et maintenant, de nos courts-métrages et des clips, elle peut être fière d'elle, quoi. Le Festival de la foi nous a rendus plus pros. On a aussi la chance que nos courts-métrages, grâce au festival et grâce au Ciné-City aussi, passent en première partie de films. Parce que c'est ce qui nous motive malgré tout chaque année à faire un projet pour l'année d'après. Ça donne envie de participer, même si c'est toujours un peu les mêmes. Il y a des nouveaux de temps en temps, mais souvent les jeunes, quand ils participent, et ils ont bien raison, ils partent en France faire leurs études après dans des écoles de cinéma, donc on les perd un peu, mais nous les vieux là, qui restons là depuis toujours, on continue. Et puis le festival permet aussi de faire venir des présidents, des acteurs, des réalisateurs, de discuter avec eux. Là par exemple, la dernière en date, Valérie Donzelli, on a pu avoir un échange de 1 heure avec elle, c'était rapide parce qu'elle prenait l'avion juste après, mais elle a fait l'effort de nous voir 1 heure tous, les réas, et puis de nous conseiller par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, où ça pêche un peu, etc. C'était vraiment très, très intéressant. Moi, je me rends compte je suis très reconnaissante de tout ce qu'on a en Calédonie, y compris les budgets qu'on a. J'étais la première à me plaindre sur les budgets parce qu'ils sont pas énormes. C'est vrai que les budgets, on veut toujours plus. Surtout, les cours, ça va. Mais si on veut faire un long, c'est là où ça va être compliqué, où il va falloir gérer les budgets. Mais en vrai, on a de la chance d'avoir un fonds, le fonds du soutien du cinéma, qui nous aide chaque année, quoi. Ce qui nous manque un peu, c'est peut-être faciliter les coproductions entre la France et la Calédonie. Ça, c'est plus ça, c'est qu'il faudrait améliorer le lien entre le CNC de France et nous ici. Et là, on aurait encore plus de moyens parce qu'on pourrait être coproduit par des producteurs français. Et là, c'était une première, le Film Fest Alors, l'agence du court-métrage, c'est la première fois que je l'ai ce prix. C'est pas mal, parce qu'en fait, notre court-métrage est inscrit sur une plateforme où des organisateurs de festivals peuvent le sélectionner. On est visible, quoi. On est visible par des professionnels sur une plateforme. Je disais en préambule que c'est grâce à lui que nous sommes ici, car pour moi, c'est une réussite. Ton court-métrage a suscité tellement de questions que j'ai voulu creuser davantage, mais ce ne fut pas le cas pour tout le monde. Il y a eu quelques incompréhensions et différentes interprétations. Lorsqu'un court-métrage génère des divergences d'interprétation auprès du public, comment le vis-tu en tant que réalisatrice? Alors, en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, j'ai envie de dire en général, ce qui est intéressant, c'est la critique constructive. Je le prends bien, mais c'est vrai qu'on est tous nos bébés. Donc, si on nous dit qu'ils sont ratés ou qu'il y a un truc qui ne va pas, on se sent mal, on se sent pas bien. Mais en fait, ça fait partie du jeu, quoi. Et on ne peut pas toujours tout réussir. Et entre ce qu'on écrit, la version scénario de la première, le premier jet, on va dire, et la version finale, on a dû parfois enlever beaucoup de choses parce qu'il manquait de l'argent, du temps.
Et des fois, ça joue sur la compréhension. Pour être honnête, s'il y a un souci de compréhension, c'est que c'est mal écrit. C'est que oui, le scénario n'est pas assez travaillé. Normalement, si un scénario est assez bien travaillé, on peut le faire lire à n'importe qui et n'importe qui comprend l'histoire. Mais nous aussi, on a ce défaut-là de ne pas forcément le faire lire à beaucoup de gens. On montre le court-métrage. Moi, j'ai aucun problème à montrer mon court-métrage à des gens avant de le rendre, pour voir un peu les retours. Mais par contre, là où on devrait aussi bosser en amont, c'est montrer notre scénario à n'importe qui, surtout à des gens qui n'y connaissent rien au cinéma. Là, si la personne lit le scénar et comprend tout à fait là où on veut en venir, le scénario est à peu près réussi. Mais oui, du coup, moi, ça m'a pas posé de problème parce que j'avais pas envie de donner toutes les réponses. D'ailleurs, j'étais surprise par certaines interprétations que moi je voyais. Voilà, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Mais au final, ça marche quand même. Donc chacun peut essayer de deviner qui est ce garçon, qui est Marie, etc. On peut, oui, ça peut être des métaphores de tas de choses. Ça sort, l'affiche le dit aussi. Petite pause ici. Si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler le film, rendez-vous directement à 22 minutes 02. Pour les autres, il y a de très bonnes indications ici pour la compréhension de l'œuvre. On est reparti. Ça sort de la tête de Gaïa, c'est que les personnages qu'on voit dans ce court-métrage, en dehors du bateau au loin, sont faux, n'existent que parce qu'elle les a créés. Ils sont réels, ils peuvent toucher, ils saignent, mais c'est elle qui les a inventés. Elle les a rendus réels, c'est son don, c'est comme ça, elle a un don. Et en fait, c'était aussi pour rendre hommage à la réalisation, justement, au fait de créer des univers, créer des mondes, créer des personnages qui existent dans notre tête. Et ben là, c'est pareil, elle se crée une famille et un ami qui disent que dans sa tête, parce qu'elle a tout perdu et qu'elle est seule en vrai. Par contre, c'est vrai qu'il y avait une métaphore, et une métaphore cachée derrière. Pour moi, la Nouvelle-Calédonie, c'est super, c'est beau, c'est magnifique, mais on est un peu trop isolé. On a l'impression d'être le centre du monde et qu'il se passe rien autour de nous. Et on peut pas vivre comme ça. Il faut aller vers l'autre, il faut aller à la rencontre de ceux qui ne vivent pas ici. C'est pour ça que je pousse les gens, je pousse beaucoup les élèves ou les jeunes qui viennent à la médiathèque à aller faire leurs études dans d'autres pays, à revenir ici après, mais c'est super enrichissant d'aller rencontrer une autre culture, d'autres personnes, etc. Et du coup, là c'est ça, c'est pour ça qu'à la fin elle comprend qu'il faut qu'elle parte et elle part. Elle part vers le bateau, voilà. Que tout n'est pas dit, il y a très peu de dialogue. Ça c'est un choix aussi, alors j'aime bien moi quand il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais souvent mes courts-métrages sont très clippés. Ça ressemble presque à des clips vidéo plus qu'à des vrais courts-métrages. Raven par exemple est très clippé, il fait 4 minutes, il n'y a pas de dialogue. Après, ouais, est-ce qu'on a besoin de tout comprendre, de tout savoir Ouais, des fois ça peut frustrer le spectateur, c'est sûr, mais des fois je préfère que le spectateur soit un peu frustré plutôt qu'il a tout eu tout cuit dans la main et qu'il s'ennuie en fait. Mais moi j'aime bien quand les fins sont un peu ouvertes. Ouvertes, ouais. Moi j'ai laissé des indices dans Illusion, mais c'est vrai qu'il faut le voir plusieurs fois, il faut voir le générique de fin, et même l'affiche, en dit long. Voilà. Et du coup, quelles étaient tes inspirations pour Illusion ? Mes inspirations, je me suis inspirée d'une bande dessinée que j'aime beaucoup qui s'appelle Torgal, du 8e tome qui s'appelle Alinoé, qui à la base je voulais vraiment réaliser entièrement cette bande dessinée. Mais je me suis inspirée de Sa Majesté les Mouches. C'est juste des enfants livrés à eux-mêmes sur une île sans adultes qui deviennent les pires pourritures qui existent au monde. Enfin en fait je te rends compte que la méchanceté elle est là quoi. On n'est pas tous bons, on n'est pas tous. La peur fait qu'on devient fou, la peur fait qu'on devient méchant. Donc voilà, ça m'a inspiré. Et puis la troisième référence, il y en a une troisième, c'est un épisode de la 4e dimension, donc Twilight Zone, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Il me semble que ça s'appelle C'est une belle vie. D'accord. À vérifier. Et en gros, oui, c'était un petit garçon pareil comme elle, qui avait des dons. Qui peut tout détruire et créer en 3 secondes. C'est-à-dire que tu l'ennuies, il te détruit, tu lui plais, il peut t'offrir tout ce que tu veux. Et en fait, c'est un vrai petit démon parce que personne lui tient tête jusqu'à ce qu'il tombe sur une institutrice. Elle le ramène chez lui. Et en fait, il l'aime tellement qu'il ne veut plus la laisser partir. Et elle se rend compte qu'il a des dons hyper dangereux, mais comme elle sait comment gérer un enfant, du coup, elle le gère. Et voilà, les deux s'entendent bien. Il faut se méfier parce que le jour où il a une grosse colère, il peut détruire le monde, quoi. Voilà. Il faut des artistes, des fois on a des hauts, on a des bas, c'est comme tout le monde. On y croit, on n'y croit pas. On a besoin de gens pour nous tirer vers l'avant. On a besoin de gens comme toi, ou comme les amis ou le public,
qui nous disent que oui, on fait pas ça pour rien. De mon côté, je me suis totalement trempé sur tes inspirations. Je t'avais bassiné avec God of War et L'Attaque des Titans, qui sont de gros titres de ces dernières décennies dans leurs domaines respectifs, et qu'on peut quand même retrouver des racines communes avec Thorgal, notamment autour de la mythologie nordique. Pourtant, plus je m'intéressais au sujet et surtout à ta vision de l'histoire, plus je me disais, mais ça n'a rien à voir en fait. Il y a certes des similitudes, et pourtant le scénario est original. Et il y a une cohérence ingénieuse dans notre monde contemporain. Il se détache même superbement bien du matériau d'origine Alinoé sur sa finalité. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de nos échanges. En off, tu me disais que tu aurais aimé apporter plus d'explications dans le film. Est-ce que la fin d'un court-métrage, pour toi, c'est un point final où tu laisses la porte ouverte d'en faire quelque chose de plus grand, un long-métrage par exemple? À la base, Raven, le petit court-métrage que j'avais fait de 4 minutes, quelques années plus tard, je me suis dit, le jour où je ferai Illusion, ce sera le début. Ce sera le cauchemar de la mère. Elle se réveille et le cauchemar sera un court-métrage que j'ai fait des années plus tôt. Et en fait, non, je me suis dit, bon, non, en fait, ça marche plus, le gamin avait trop grandi. Enfin, il y avait un problème, du coup, je prenais plus le même acteur, j'ai pris une fille à la place du garçon. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient plus. Mais c'est vrai que j'ai pensé à un moment donné, vu qu'on n'a pas l'argent pour faire des longs métrages, de se servir de plusieurs courts métrages. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais non, la seule chose que je peux faire, c'est qu'on se dit que maintenant on a les moyens, on a le matériel, on a le logiciel qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, et du coup on essaye d'améliorer. On enlève des petits problèmes on flippe une image, on fait un petit effet spéciaux, on améliore le son, on change la musique quand on n'a plus les droits, etc. Voilà, on peut améliorer des courts-métrages qu'on a pour les mettre sur les plateformes, sur YouTube, tout ça. Mais bon, en général, quand on fait un court-métrage, il est fini. Quand il est projeté, il est fini. On peut plus revenir en arrière. Surtout si on a un producteur, parce que voilà, c'est le produit, c'est le master final, on revient plus dessus. Même s'il y a eu un bug son, même si c'est trop tard. C'est trop compliqué de se dire que c'est pas fini. À un moment donné, il faut finir, parce que sinon tu passes pas au projet suivant, quoi. Surtout qu'en plus, en général, quand tu réalises un projet, t'as déjà l'autre en tête. Donc il faut que tu finisses avec celui-là pour attaquer le suivant, quoi. Du coup, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur l'interview? Merci à toi, vraiment, voilà, c'était super intéressant. Merci, tu as posé des questions très intéressantes, et puis ça m'a permis aussi de remercier ma famille, chose que je fais pas souvent. Donc pour ça, je te remercie. De rien. De remercier tous les gens qui m'ont aidé jusqu'à maintenant à réaliser les courts-métrages et les clips. Tous les artistes qui m'ont fait confiance. Et voilà, puis j'espère que je serai encore là pour plein d'éditions du Festival de la Foi, et puis pour de prochains projets. Je serai là pour les interviews. Ouais. Très bien, il est temps pour moi de conclure. Encore une fois, un grand merci à toi de nous avoir accordé de ton temps. Un merci à la médiathèque de Païta pour son accueil aujourd'hui. À notre assistante Chelsea, notre stagiaire de la médiathèque. Je vais faire un coucou. Coucou Chelsea. Coucou. Et au Festival du cinéma de la foi, de permettre cette proximité avec les réalisateurs. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Magnolia Ginestre, récemment sur Apple TV avec ton court-métrage Vermine, et dernièrement sur Filmfest avec Illusion. Justement concernant ce dernier, comme toutes les richesses en Nouvelle-Calédonie, il y a ce passage obligé de l'extraction de la matière première pour obtenir que ce soit le meilleur minerai ou la meilleure huile de santal. Et la culture n'échappe pas à la règle. La durée du court-métrage Illusion au Festival du cinéma de la foi était de 15 minutes 28 secondes et passe désormais à 14 minutes 14 secondes. 1 minute 14 de cut. C'est donc un concentré de talent tout droit sorti de Nouvelle-Calédonie qui est disponible sur le catalogue Filmfest, et cela ne tient plus qu'à un clic pour en profiter. Alors je vous invite cordialement à le faire. Manuela, bonne continuation. Merci. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.